Ça y est, le moment est venu de vous présenter mes meilleures lectures de 2024. Cette année, j'ai eu beaucoup de très bonnes lectures et donc, pour cette vidéo, j'ai dû me recentrer sur l'essentiel. Il s'agira donc de 5 auteurs, soit que j'ai découverts ces derniers mois, soit que j'ai retrouvés et qui sont toujours au sommet. Bref, 5 lectures qui font désormais partie de moi, et ce, pour longtemps. Ces lectures ne sont pas classées, mais je n'ai pas pu m'empêcher de terminer quand même par les 2 énormes coups de cœur. J'aimerais commencer par les auteurs dont j'ai continué à lire les œuvres cette année et qui se retrouvent à nouveau dans cette liste, parce que oui, ils étaient déjà là dans les meilleures lectures de 2024. Que voulez-vous, on s'est trouvé, hein, voilà. Si vous avez lu certains de ces auteurs, dites-moi quel livre vous avez préféré, comme ça je les mets aussitôt dans ma liste de priorités pour 2025. Le premier d'entre eux est Le langage de la nuit d'Ursula Le Guin. Il s'agit d'un recueil d'essais qui ont pour sujet la littérature de l'imaginaire. Grande autrice de science-fiction et de fantasy, Ursula Le Guin a aussi réfléchi non seulement à sa pratique, mais aussi à son domaine. Elle a écrit de nombreux articles et discours qui interrogent cette littérature de l'imaginaire, ses difficultés, ses qualités, son état actuel, mais aussi ses ambitions. Dans ce recueil, Ursula Le Guin explique pourquoi la littérature de l'imaginaire est essentielle, et non pas puérile ou inutile. Elle rappelle l'importance de l'imagination et du rêve, et ce, même dans un monde centré sur le profit. Pour autant, elle n'est pas aveugle, et montre bien le manque de qualité globale des littératures de l'imaginaire. Pour elle, c'est le symptôme d'un manque d'ambition littéraire des auteurs, mais aussi d'un manque d'exigence de la part des lecteurs. Les propos d'Ursula Le Guin ont fait écho à des réflexions que je pouvais avoir de mon côté, et ce depuis un moment, et ils ont vraiment apporté un éclairage un peu différent, parce que, évidemment, elle est plus intelligente que moi, plus talentueuse, et que elle explique tout mieux. Ça m'a permis de mettre encore davantage les mots sur ce que je pouvais penser, et d'aller plus loin dans la réflexion. Alors, je vous laisse découvrir comment elle argumente tout ça, mais ce que j'ai particulièrement aimé dans ces textes aussi, c'est qu'ils ne sont jamais arides ou sentencieux. On sent qu'elle s'amuse. Elle utilise des exemples qui, personnellement, m'ont bien fait rire, et je me rappellerai longtemps de Jed, le mec qui fait son alcool dans la montagne. Avec ça, si vous n'avez pas envie de le lire, je sais pas quoi vous dire. C'est un livre que j'ai vraiment envie de conseiller à tout le monde, que vous soyez lecteur d'imaginaire ou au contraire pas du tout. Ces textes apportent un éclairage et font cogiter, et ça c'est extrêmement important justement pour ne pas s'endormir dans ses certitudes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à partager la chaîne à vos amis. Un autre auteur qui s'est montré à la hauteur de mes attentes, Jiro Taniguchi avec Les années douces. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom d'Hiromi Kawakami. C'est l'histoire de 2 personnes malheureuses, ou du moins profondément seules, qui vont se rencontrer et qui vont trouver aux côtés l'une de l'autre de la douceur, et surtout une âme qui les comprend. Ce manga est divisé en plusieurs rencontres, qui sont comme des fragments d'existence partagés entre ces 2 personnages, et qui sont plus ou moins significatifs. Taniguchi réussit très bien le dosage entre l'intrigue, on est dans la tête d'un personnage principal qui est la jeune femme, et puis le côté justement tranche de vie, fragmentaire, petit bout du quotidien. Ce que Taniguchi réussit aussi très bien, c'est l'équilibre entre intimité et pudeur. Il ne tombe jamais dans le voyeurisme, alors que pourtant ce serait un écueil facile. Et à cela se superpose un dessin qui est très beau, qui est délicat, et qui est beaucoup plus dynamique que celui d'un Zoo en hiver que j'avais lu l'année dernière et que j'avais trouvé un peu figé. Pour moi, là, Taniguchi a vraiment réussi à créer une harmonie entre son sujet et son dessin. Vous l'aurez vu, c'est difficile pour moi de parler de ce livre parce qu'au fond, c'est une expérience à faire. C'est une plongée dans la solitude de ces personnages et dans l'espoir que représentent ces rencontres ponctuelles. C'est un manga qui est d'une grande sensibilité et délicatesse et que je vous invite, pour lui rendre justice, à conserver ce rythme fragmentaire à la lecture et à lire, voilà, par rencontre, une de temps en temps, pour aligner finalement notre temps et celui des personnages. Taniguchi a confirmé, il est toujours au top et vivement le prochain. À présent, les petits nouveaux, ceux qui ont parlé à mon âme alors que je ne m'y attendais absolument pas. Afin de préparer la vidéo sur le gothique américain, je m'étais préparé un petit corpus, une liste de livres à lire, et dans laquelle se trouvaient les pièces de Tennessee Williams. J'ai commencé par Un tramway nommé Désir, puis La chatte sur un toit brûlant. Une femme rejoint sa sœur, installée en ville avec son compagnon. Elle veut vivre avec eux quelque temps, mais dans cet appartement trop petit pour 3, ce sont 2 mondes qui se rencontrent et qui ne se comprennent pas. On assiste au délitement insidieux de la situation, jusqu'à la violence. Alors à la lecture d'un tramway nommé Désir, bien que j'ai trouvé cette pièce très réussie et que j'ai bien ri en me rendant compte qu'en fait Blue Jasmine c'était une adaptation de cette pièce, j'ai pas non plus eu l'impression de rencontrer un de mes nouveaux auteurs favoris. Mais petit à petit, les mois passant, j'ai eu envie de retrouver cette atmosphère d'hystérie familiale toute d'alcool et de pulsion
que finalement Tennessee Williams avait si bien illustré. J'ai donc lu La chatte sur un toit brûlant et j'ai retrouvé tout ce que j'espérais, des secrets, du mal-être, la moiteur du Sud, et puis cette violence toujours latente. Cette pièce est une réunion de famille où chacun vient avec ses problèmes et espère trouver du réconfort, sans pour autant y croire réellement. Les drames du passé se mêlent à ceux du présent et à ceux qui se profilent. Et au cœur de tous, transparaît l'impossibilité de communiquer, de vraiment se parler. Depuis, j'ai accepté la réalité, il fait partie de mes auteurs préférés, et je n'attends qu'une chose, c'est de lire Soudain l'été dernier, qui est une autre de ses pièces. À un moment, quand on fait la liste des œuvres d'un auteur et qu'on veut toutes les lire, c'est quand même qu'on a un faible pour lui. À présent, on arrive au fameux top 2, mes meilleures lectures de l'année. Et en deuxième position, il y a Chien blanc de Romain Gary. L'histoire se déroule dans les années 60. Romain Gary habite avec sa femme Jean Seberg aux États-Unis. Un jour, il recueille un chien, puis découvre qu'il s'agit en réalité d'un chien policier, dressé spécialement pour attaquer les personnes noires. Une question va donc se poser, peut-on soigner ce chien? Et, au-delà de ça, peut-on soigner le racisme? Alors il se trouve que je n'avais jamais lu l'auteur et que, de manière générale, le XXe siècle français, c'est pas trop une valeur sûre pour moi. Ce qui a fait donc que je me suis lancée dans ce livre, c'est que j'ai vu tout simplement la bande-annonce de l'adaptation qui a été faite cette année, et que je me suis dit, tiens, cette histoire a l'air sympa. Finalement, je n'ai pas vu le film, mais je suis allée acheter le livre, et quelle bonne idée! Ce qui est drôle, c'est que en réalité, l'intrigue dans Chien blanc, on s'en fiche un peu. Ce qui fait la force et l'éclat du livre, c'est son narrateur. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce livre outre mesure parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, assez longuement d'ailleurs. Il s'agissait des auteurs qui me font toujours rire aux éclats comme une idiote, et Romain Gary en fait partie. Pour vous donner une idée de ce qu'est la lecture de ce livre, disons que Romain Gary est un humaniste misanthrope. On sent qu'il déteste tout ce qu'il voit, qu'il déteste les comportements et les gens, mais qu'au fond, il ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie pour ses congénères. Ce qui fait qu'il observe les sociétés américaines et françaises avec une acuité cruelle, hein, il épingle tout le monde, il ne fait pas de pitié et il le fait jusqu'à l'outrance. Il est insupportable, mais derrière cette méchanceté et ce dégoût qui sont bien là, se cache une sensibilité exacerbée et une profonde souffrance. Comment ne pas l'aimer après la lecture de ce livre? Surtout qu'en plus il est hilarant d'ironie et de mauvaise foi. Donc voilà, crush sur Romain Gary. On arrive au dernier livre de cette sélection, et donc à celui qui trône sur cette liste et sur mon cœur. Préparez-vous. Quand j'étais jeune, je pensais que je n'aimais pas la littérature américaine, parce que pour moi, elle était associée à Mark Twain ou Jack Kerouac, et que ça n'était, et ça n'est toujours pas ma tasse de thé. Cependant, depuis j'ai exploré cette littérature, et je me suis rendu compte qu'elle répondait à ma sensibilité comme finalement seul le 19e siècle français y parvenait. Elle est violente, cruelle, poétique, humaniste, perspicace et étrange. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a en elle de la solitude, mais aussi de la sympathie pour le genre humain. Et tout cela, je l'ai observé chez de nombreux auteurs américains, mais aussi et surtout chez William Faulkner. Je l'aime, alors voilà, c'est idiot, mais par son talent, il m'a conquise. Je suis subjuguée, je veux tout lire, je veux le faire lire à tout le monde, mais mes pauvres proches peuvent en témoigner. Voilà, je l'adore. Le livre qui m'a provoqué cet enthousiasme débordant, c'est Une rose pour Émilie et autres nouvelles. Il est à 3 €, donc vous voyez que je ne partais pas avec la confiance. D'ailleurs depuis, je vous rassure, j'ai acheté le recueil complet. J'ai particulièrement aimé les 2 premières nouvelles qui illustrent bien ce que j'aime chez Faulkner. Il s'agit donc de Une rose pour Émilie et de La chevelure. Dans la première, une voisine emblématique décède, et c'est pour les habitants de la ville l'occasion d'enfin pénétrer chez elle et de découvrir qui était cette recluse et quel était son secret. Dans la seconde nouvelle, un coiffeur mutique venu d'une autre ville s'installe et semble nourrir une affection particulière pour une enfant. Les années vont s'écouler et les habitants vont assister à la métamorphose de la petite fille, tandis qu'ils essaient de percer le mystère du coiffeur, dont certaines habitudes restent inexpliquées. Alors ce sont des histoires qui sont souvent perçues de l'extérieur. Un ou plusieurs narrateurs vont raconter ce qu'ils ont vu ou entendu. On sent bien la puissance de la rumeur et le regard des habitants d'une petite ville les uns sur les autres, ou encore des membres d'une famille sur l'un d'entre eux. Il est question de l'altérité d'autrui qui finalement nous échappe toujours un peu et que l'on va chercher à comprendre. Il y a à la fois cette proximité, cette familiarité,
et puis cette distance, cette étrangeté, voire cette menace. Cette altérité a donc quelque chose d'envoûtant qui va faire qu'elle sera source de fantasmes, que ce soit sur la virilité des Noirs ou sur la vie amoureuse des gens, etc. C'est un style d'écriture qui se caractérise par la multiplicité des voix, et qui va justement jouer sur les différents types de discours. Pour autant, c'est pas compliqué, au contraire c'est très fluide, on est pris dans un tout qui se déplace et qui va tourner autour de l'objet, de la considération des gens. Ça n'est pas du tout laborieux, au contraire, on est embarqué dans ce flot et on est pris comme dans une intrigue. Les nouvelles de Faulkner m'ont donné l'impression d'une grande compréhension de ce qu'est un être humain, ses préjugés, les mécanismes et les pulsions qui le régissent, mais aussi sa solitude, l'amour qu'il a à donner et l'aspiration à une vie où on aurait sa place. Alors ce sont des nouvelles qui sont parfois assez dures à lire parce que les personnages sont confrontés à la violence du monde et qu'ils font ce qu'ils peuvent. Alors parfois ils arrivent à trouver une forme de paix et parfois non. Dans tous les cas, je crois qu'on ne peut pas rester insensible aux personnages de Faulkner parce qu'ils sont trop humains. Ils sont tellement proches de nous que notre empathie de lecteur ne peut pas fermer les yeux. Après, William Faulkner n'est pas du tout là pour faire pleurer dans les chaumières, avec du pathos, etc. C'est au contraire fait avec beaucoup de délicatesse et de mélancolie. Et puis, évidemment, ce que j'ai aimé aussi, c'est que ces nouvelles prennent place dans le cadre du Sud, qui a quelque chose de fascinant. Il y a la chaleur, la moiteur, cette ambiance de petite ville où tout le monde se connaît, avec ses souvenirs d'une grandeur passée, d'une gloire qui est révolue. Il y a la rancœur, le racisme, les préjugés, et à côté des grandes maisons blanches des propriétaires, il y a les petites cabanes des Noirs. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a vraiment l'impression de devenir un personnage de cette petite ville. On est un habitant comme les autres et on a l'impression que quand les nouvelles tombent, c'est parce que quelqu'un nous les a racontées. Ce qui est fort aussi chez Faulkner, c'est qu'il ne donne pas toutes les explications, il y a toujours une part d'ombre qui demeure. Comme les autres habitants, on imagine ses propres réponses pour terminer l'histoire. Alors par contre, en aucun cas on est dans un faux suspense ou dans de l'opacité. Faulkner, au contraire, sait créer un suspense, une intrigue, et emmener son lecteur jusqu'à la chute de la nouvelle. Pour vous donner une idée, à aucun moment je me suis dit ça devient un peu long, pourquoi on s'attarde là-dessus ?» Non, ça se dévore, j'ai été happée, j'ai été consumée de fascination et de curiosité. Ces deux nouvelles m'ont vraiment donné l'impression d'une perfection, que Faulkner était au sommet de son art, au sommet de la littérature, et que c'était le maître, quoi. Vous l'aurez compris, il est trop fort, je l'adore, lisez-le. Voilà pour ces meilleures lectures de 2024, qui vous donnent aussi par la même occasion un aperçu de ce que je vais lire en 2025, parce que on ne change pas une équipe qui gagne. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous avoue qu'elle est toujours très difficile à faire pour moi, parce que, les meilleures lectures, au fond, ça en dit beaucoup sur soi, mais si ça vous pousse à lire les nouvelles de William Faulkner, alors ça en valait la peine.